Bonjour et bienvenue sur Nostro Milan, le podcast by Milan Actu sur l'actualité du plus grand club d'Italie. L'AC Milan s'est imposé 2-1 sur la pelouse de San Paolo, 10 ans après leur dernière victoire à Naples, doublé du grand, de l'immense Zlatan Ibrahimovic et but du petit crack norvégien Jens Petter Hauge. Mertens avait réduit la marque pour Naples, mais les Rossoneri s'imposent et restent leaders du championnat. Pour en parler à mes côtés, nous avons Yann. Salut Yann. Bonjour tout le monde. Théo. Salut Théo. Salut Guillaume. Et nous avons le plaisir d'accueillir Benoît, le représentant du média historique Solo Milan. Bonjour et bienvenue dans Nostro Milan, Benoît. Salut à tous. Je vais te donner tout de suite la parole, Benoît, sur le match. On va d'abord le débriefer de manière générale. Qu'en as-tu pensé globalement ? C'est difficile de penser autre chose qu'une super victoire acquise sur un terrain où ça faisait des années qu'on n'avait pas réussi à gagner. Aller caler 3 buts comme ça à ce Naples qui était une des équipes les plus en forme derrière nous, juste derrière nous, voilà, sur les derniers matchs. Franchement, ça peut faire que plaisir là. Là, c'est un réveil. On enregistre tôt, donc c'est un réveil à la dure, mais le réveil fait quand même plaisir. Tu les as trouvés bien en place, les Milanais, sur l'aspect tactique. Qu'en as-tu pensé ? Alors sur l'aspect tactique, écoute, on a réussi à mettre un but quand même de façon générale assez rapidement avec Zlatan qui nous sort un but d'extraterrestre, une sorte de tête. Il arrive lancé presque en dehors de la surface. Donc on réussit à prendre l'avantage rapidement et à contrôler le match après. Derrière, c'était bien en place. On a subi pendant une bonne période en seconde mi-temps, mais globalement, non, le 11 était en place. Il y a pas grand-chose à dire. Il y a quelques points noirs, voilà, qu'on retiendra. On en reparlera tout à l'heure au niveau des flops, mais globalement, tactiquement, il y a pas grand-chose à dire. Bonera, je sais pas si c'est lui qui a mis en place certains trucs ou s'il avait vraiment, il a seulement mis en place exactement ce que Pioli lui a dit de faire, mais dans tous les cas, il y a pas grand-chose à reprocher sur le plan tactique, quoi. Un Naples qui a marché un peu à réaction, à l'image de ce qu'on a vu après le but d'Ibrahimovic, où Naples s'est montré bien plus dangereux. Au niveau des statistiques, elles s'affichent sur l'écran. Naples a gagné en possession, 63% à 37. Au niveau des tirs, 20 tirs à 15 pour Naples. Au niveau des passes, on est sur du 527 passes réussies contre 290 pour le Milan. Le seul endroit où Milan a gagné, c'est dans les duels. Tout simplement, avec beaucoup plus de duels gagnés que le Napoli, à l'image d'un Ibra qui a gagné 9 de ses duels aériens sur 11 face au duo Koulibaly-Costas Manolas. Théo, toi, qu'en as-tu pensé de la rencontre des Milanais ? Comme le disait Benoît, je pense qu'il faut retenir la victoire et quand je parle de la victoire, je parle vraiment de l'intégralité de ce qu'on a pu voir, pas uniquement sur le plan tactique parce que le Napoli fait partie de ces équipes où à partir du moment où elles sont menées et encore plus sous Gattuso, elles ont une force de réaction qui est quand même assez impressionnante et même si on a senti que l'absence d'Osimhen pesait beaucoup, notamment en termes d'équilibre parce que le nouveau rôle de Mertens juste derrière l'attaquant nigérian est très intéressant à voir et que là il était propulsé devant du coup avec Lozano derrière lui. Ça restait un match très intense. Moi, ce que j'ai trouvé surtout éternellement long, alors que ça n'aurait peut-être pas dû l'être, c'est les 10 minutes qui nous séparent de la fin du match lorsque Zlatan sort, parce qu'il sort que à la 79e. Alors que franchement, avec le ressenti qu'on a sur cette fin de rencontre, on a l'impression qu'on joue à 10 contre 10 pendant la dernière demi-heure de jeu. Donc, assez content, évidemment. Ça faisait 10 ans qu'on avait pu gagner. Ibrahimovic faisait partie déjà des buteurs lors de la dernière victoire acquise à San Paolo avec Robinho, le Brésilien, puisque c'était leur de l'année du titre, de notre dernier sacre. Donc très content de prendre les 3 points. Et puis content aussi, voilà, Bonera était plus dans un rôle de présentation que dans un réel rôle de coach, mais voilà, forcément content des intentions tactiques de Pioli, même si elles étaient faites derrière un drone ou depuis chez lui. Je pense que voilà, le message était positif et clair, et il nous permet de prendre les 3 points hier soir. Il y avait une réelle adversité pour le coup en face. C'était vraiment un très beau match de foot. L'atteste la performance de Insigne et de Politano qui se sont vraiment distingués sur les côtés. T'en as pensé quoi, toi, Yann ? Un vrai match de foot qu'on gagne pour le coup ? Oui, alors pour moi, c'est une grande bataille tactique. Déjà, qu'est-ce que j'étais satisfait hier soir de voir ce Milan gagner, de voir Milan pouvoir passer comme ça
au San Paolo. Dernière victoire de Milan au San Paolo, vous l'avez dit tout à l'heure, Théo et Benoît, c'était il y a plus de 10 ans, le Et c'était déjà 28, Zlatan qui nous donnait 28, la victoire. exactement, le 28 octobre L'histoire est belle. 2010. C'était Zlatan qui nous donnait la victoire sur un centre de Massimo Oddo, si je me souviens bien. Et puis hier soir, pour moi, la grande bataille, la grande clé tactique de ce match s'est faite au milieu du terrain, où on se posait la question hier après-midi, mais est-ce que notre père Benacer Kessie fait le poids face à un Bakayoko et un Fabian Ruiz? Eh bien, la réponse est oui. La réponse est oui, notamment grâce, je trouve, à la tactique mise en place par Pioli et je pense par Pioli et Bonera, pardon, où on a vu un Kessie monter très très haut sur le terrain lorsque les défenseurs du Napoli avaient la balle, Koulibaly ou Manolas, et il laissait ainsi absolument aucune possibilité à Fabian Ruiz et Bakayoko à pouvoir, comme ils font d'habitude, décrocher et lancer l'attaque du Napoli. Donc, on a récupéré un nombre incalculable de ballons à ce niveau-là, où Benacer et Kessie faisaient un pressing absolument incroyable sur ces deux joueurs qui tentait tant bien que mal de s'extirper du marquage pour lancer l'action du Napoli. Les moments où on a été mis en grande difficulté, c'est les moments où Koulibaly ou Manolas ont réussi à faire des passes entre les lignes et atteindre leurs attaquants qui, comme tu l'as dit, étaient très vifs hier soir. J'ai notamment apprécié la prestation de Politano sur son côté droit où il nous a fait très mal en rentrant sur son pied gauche. Et à partir de là, on récupère une fois un ballon. Là, c'est à la 20e minute, qui ensuite qui permet à Théo d'adresser un magnifique centre à Ibrahimovic, qui d'une tête absolument incroyable, j'ai trouvé, hein, parce qu'il est quand même très loin du but Il est pour très mettre cette loin. Ouais. tête. Il la met exactement là où il fait la mettre, ce qui nous donne le 1-0. Et 14 mètres des buts, hein, Mm. quand il la met. C'est stratosphérique. Il est à la limite des 16,50 Ouais. non, il est des vraiment arrêts. très C'est très ça, il loin arrive pour cette lancé tête. vraiment et c'est limite une tête plongeante, mais en Mm. extension. Enfin, c'est un but, voilà, à la Zlatan, extraterrestre. Complètement. Il met un petit coup de tête qui permet de mettre ce but et je trouve ça absolument incroyable. Et sur la deuxième mi-temps, on a plus de peine à remettre ce schéma tactique en place, je trouve. Et c'est là qu'on voit, comme je l'ai dit depuis le début de la saison, qu'on a peut-être pris en expérience avec cette équipe, qu'on construit autour de cette équipe qui fonctionne, ou sur un contre, avec une passe notamment, faut le noter, j'ai pas forcément trouvé incroyable lors de ce match, mais il fait une passe sur FIFA, on presse triangle, je pense qu'on n'arrive pas à être autant précis que ça. Akan me fait une passe pour Rebic sur le but du 2-0 qui est absolument incroyable et Rebic ensuite qui fait un centre et là de nouveau Un travail Ibrahimovic parfait. au milieu de la défense qui est notamment composé de Koulibaly qui arrive à mettre un genou au fond du but. Je trouve absolument incroyable. Très D'ailleurs, bien. Koulibaly, tout à l'heure, Guillaume, tu mentionnais les duels aériens remportés par Zlatan, mais il y a une autre stat qui est assez impressionnante quand on connaît Koulibaly, l'impact qu'il a au Napoli et Mm. l'impact qu'il a en général ou sa renommée mondiale en termes que défenseur central maintenant, c'est que sur les 7 duels aériens qu'il a eu hier, il en a gagné 0. 0. C'est faux. Ouais, Zlatan a mis Koulibaly dans sa poche. Un match tactique, vous l'avez dit, tu l'as très bien dit, Yann. Pourquoi? Parce que c'était un 4-2-3-1 qui était calqué en fait par Naples. Gattuso a opté pour ça, pour essayer aussi de contenir notre milieu de terrain. Finalement, Kessie et Benacer s'en sont très bien sortis. Et voilà, un match d'un Napoli à réaction, un peu à l'image de ce qu'on voyait de Gattuso à Milan, c'est-à-dire qu'il a du mal à rentrer dans le match, parce qu'on a vu le Napoli vraiment jusqu'au premier but de Zlatan. Voilà, c'était Milan qui se crée les occasions avec Akan, avec Rebic. Mais finalement, Napoli a quand même dominé la fin de la première période, pardon. Et puis ensuite, au retour des vestiaires, j'ai senti que Milan n'allait jamais concéder de but, que le Napoli allait vraiment avoir du mal, etc. On était vraiment en place jusqu'à cette action un peu litigieuse où Bakayoko, à mon sens, et objectivement fait faute sur Kessié. Après, on peut juger le duel et tout, mais pour moi, Pour moi aussi. Pour c'est moi, il y a Non, clairement crochet. faute. Et on aura l'occasion d'en reparler, mais quelle Mm. déception Bakayoko hier. ouais, Une mais je déception suis pour pas toi? d'accord. Parce que pour le C'est, coup, moi, je trouve qu'il fait un bon match, tu vois. Mais en enfin, fait, on peut, non, voilà, sur le terrain, ok, mais en termes de nervosité, ouais. je l'ai trouvé, mais enfin, extrêmement ouais, déçu, surtout par rapport au calme et à la sérénité qu'il apportait au Milan de Ah ouais, mais Gattuso. le contexte. Là, en termes d'image de joueur, le voir à deux doigts
d'aller avec une altercation sur Rebic ou Théo Hernandez. C'est sa deuxième faute qui est clairement inévitable. Il aura déjà vu prendre rouge avant. Ouais, en termes de nervosité, je suis assez étonné, surtout quand on voit l'image, quand on ressort du joueur dans les interviews, dans sa manière de Ouais. communiquer quand il était à Monaco. Surpris vraiment C'est par le le joueur et contexte, pas c'est le dans le bon sens du contexte. terme. Il a dû se manger une bonne pression comme tous ses coéquipiers de Naples, mais lui s'est mis une pression supplémentaire, un peu à l'image d'un Higuaín quand il était à Milan et qu'il avait joué la Juve, qui s'était mis une pression Exactement. double et qui était complètement sorti de son match. Bakayoko, je le juge comme ça. Il a été annoncé tout l'été du côté de Milan pour un retour qui s'est pas fait. Il a opté pour Naples et le retourner vers Gattuso en toute fin de mercato. Mais je pense que voilà, il y avait une pression un peu plus. Enfin, voilà, il avait une pression supplémentaire et ça l'a fait sortir de son match. En tout cas, voilà, je pense qu'il a vraiment fallu un coup de pouce de l'arbitrage pour aider Naples à revenir dans le match, un peu comme face à la Roma, où on maîtrisait globalement bien la rencontre, on était solide et puis le penalty complètement injustifié est revenu relancer la Roma. Et puis, j'ai été complètement en apnée sur les 10 dernières minutes du match où le Napoli se faisait pressant. Vraiment, j'avais le cœur qui battait fort comme ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et puis, Jens Peter Haugi, vraiment calme à la 95e minute sur, comme tu l'as dit. Alors, qui fait la passe? Je ne sais plus qui fait C'est Benasser. c'est Benasser hein, qui fait Mhm. le changement d'aile et qui va trouver Haugi et qui se joue complètement du défenseur et qui va vraiment nous Manolas, permettre. c'est sévère ce qu'il a dégusté quand même. Hein. Alors, Entre le La but passe de de. Benasser est vraiment bonne, mais après, Aogué, il a quand même comme le devoir à ce moment-là de devoir effacer Manolas, ce qu'il fait avec un passement de jambes absolument Ah ouais, ouais, incroyable. ouais, tout à fait. C'est terrible. Hein. Moi, je repense à ce qui s'est pris par Maxime Lopez face à Sassuolo il y a 2 semaines. Et ça, ouais, non, il va falloir penser à racheter un rein parce que là, ça commence à faire beaucoup quand même. Qui aurait Très bien. imaginé que cette défense centrale, à partir du moment où ils ont fait venir Manolas, que ce serait aussi peu utile pour le Napoli, aussi peu prolifique? C'est incroyable. Ouais. Bah, la défense, c'est d'une solidité rare. Ce qui m'a impressionné aussi, bon, on l'a jamais soupçonné, mais le leadership de Koulibaly au point d'en être un élément offensif important sur certains contres, Mm. moi, ça m'a impressionné dans le ressort que ce joueur prend. Enfin, quand il arrive de Belgique, de Genk, enfin, c'était tellement. L'évolution est tellement folle, j'ai encore du mal même à me dire que c'est un joueur du Napoli cet été, tellement l'année dernière, tout avait été fait pour que Insigne, Mertens, Koulibaly partent. Au final, seul Alan a quitté le Mm. bateau des Partenopei. Mais quel joueur, quel joueur. Et puis, même si hier, il a été en grande difficulté, je pense que ça reste définitivement l'un des meilleurs éléments en Serie A au poste de défenseur. Très bien. On va passer désormais au top et flop, les gars. Je vais te donner la parole, Théo. On va commencer avec toi sur les tops 3, 2, 1 dans cet ordre-là, l'ami. Et allez. Écoute, de mon côté, le troisième joueur, il est français et il s'appelle Théo Hernandez. Très bon match de la part du latéral gauche. C'est vraiment la deuxième mi-temps qui me fait basculer sur Mm. son positionnement définitif dans les tops parce que, et je pense que c'est quand même réellement une analyse qu'on doit apporter malgré la victoire, certains des retours défensifs de Théo Hernandez ne sont pas bons. C'est un joueur qui apporte énormément offensivement, mais il y a une action hier où quand on mène un 0, il oublie tout simplement son Et rôle c'est de Rebic défenseur, qui se reste à tape la le ligne sprint. médiane et c'est Ante Rebic qui a un coup dans l'ego, qui revient de blessure, qui fait 50 mètres pour couvrir le manque de repli défensif du Français. Donc, c'est indéniablement quelque chose qu'il va devoir soigner s'il veut devenir complet, parce que s'il a une force athlétique qui est toujours aussi impressionnante, les actions de 80 mètres où il passe d'un but à l'autre, comme si on était dans Inazuma Eleven, ça m'impressionne. Mais il faut cet apport défensif et vraiment, c'est heureusement, entre guillemets, qu'il sort une deuxième mi-temps extraordinaire, qui est plus complète à mon sens pour être sur la troisième marche de ces tops. En deuxième, on en parlait juste avant, c'est Ismaël Benasser. Très bon match encore de l'Algérien dans un match où il y a quand même eu des joueurs un peu sonnés à des postes clés. On a eu très peur pour Kier qui a failli sortir sur blessure. Ouais. Kessié s'est mangé un coup de coude au visage auquel il a eu beaucoup de mal, toutes les difficultés du monde à se remettre. Et Benasser s'en est sorti très bien. Match encore extraordinaire de l'Algérien, tout en sobriété. Très content de l'avoir dans l'équipe. Et puis ce double pivot avec Kessié qui s'affine avec le temps. Et puis devant, qui est difficile de mettre une autre personne que le géant suédois.
À chaque match où il performe un peu moins, où il est un peu plus en difficulté, comme face à la Roma, ou, etc., il sait changer sa manière de jouer et se rendre à la disposition de l'équipe. C'est un joueur que j'ai trouvé moins présent dans le jeu hier, Zlatan, mais beaucoup plus à la finition, et c'est finalement ce qu'on lui demande. Moins descendu pour aller chercher des ballons, plus efficace devant. Et puis je pense qu'il s'est quand même bien concentré sur Kostas Manolas et Kalidou Koulibaly, et qui leur a clairement fait comprendre aux deux qu'à 39 ans ou pas, quand on veut gagner, on gagne. Très bien. Benoît, pour tes tops. Alors, au niveau des tops, mes tops personnels, du coup, et après je ferai un petit bilan à la fin quand tout le monde sera passé des tops et flops de Solo Milan. Mes tops personnels, en troisième, il y avait vraiment beaucoup de monde que j'aurais pu citer, mais j'ai choisi de mettre Kessié, moi, personnellement. Ouais. Kessié pour récompenser un peu de son début de saison, et ce match il était vraiment à l'image de ce début de saison où il était tellement important à la récupération. Dans le double pivot avec Benacer, là, j'ai apprécié le jeu de passe de Benacer, évidemment, comme l'a mentionné Théo, mais quand on a subi, quand on a dû aller au physique, Kessié, c'est vraiment un monstre. Hier encore, quand Insigne réussissait à passer, quand il repiquait dans l'aile, enfin de l'aile vers le centre pour tenter des actions, c'est Kessié qui l'arrêtait. Ismaël, il était là, il était au marquage, il empêchait les trucs, mais celui qui allait au charbon, c'était Kessié. Et ça, on l'oublie un peu trop souvent, des fois, les joueurs qui vont au charbon comme ça, qui récupèrent des ballons qui physiquement sont importants, qui font du travail de l'ombre. Donc, je pense que c'est important de rementionner, surtout quand on connaît l'historique de Kessié à Milan. Tout à fait. Ça n'a pas toujours été des heures de gloire pour lui. Ça a été compliqué. Complètement. Donc, Kessié numéro 3, mérité. Il y avait pas mal de joueurs potentiels, mais pour moi, c'était Kessié. Numéro 2, du coup, pareil, un joueur qui n'a pas été cité, mais qui, à titre personnel, change absolument tout le visage de l'équipe de façon offensive pour moi, c'est Ante Rebic. Leao, sur les derniers matchs, individuellement, il était très bon. Il avait un vrai apport. Personnellement, il faisait son taf. Sauf que à gauche, je le dis, ça fait longtemps que je le dis sur Solo, quand Leao joue, sur le côté gauche, on joue avec 1,5 bons joueurs. Quand Rebic joue, on joue avec 2 bons joueurs. Parce qu'il bonifie à fond Théo Hernandez. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pour l'aile, le duo Rebic-Hernandez, ça marche du feu de Dieu depuis la saison passée. Quand c'est Leao qui est aligné, même si Leao brille un peu, Hernandez derrière, il brille pas de la même façon. Parce que Ante, il fait des efforts défensifs que Leao ne fait pas. Il revient énormément aider même les centraux. C'est pas du tout le même côté gauche milanais en fonction de ce que ce soit Rebic ou Leao. Il bonifie Hernandez, il bonifie Çalhanoğlu, il bonifie même, j'irais dire, Ibrahimovic à travers ses passes. Hier, on l'a encore vu sur le centre, la passe décisive. Quand on regarde sa hitmap, Rebic, des fois, il est au milieu de terrain, on le retrouve entre caissier et Benacer pour aider au repli défensif. Enfin, il se donne physiquement comme Leao ne se donne pas. J'ai bien aimé les derniers matchs de Leao, mais Rebic, c'est une classe au-dessus en termes de collectif. Et numéro 1, pas de surprise, voilà, de la même façon que Théo, c'est impossible, je pense, de mettre. Enfin, on verra pour Guillaume et Yann, peut-être vous aurez un autre avis, mais pour moi, c'est impossible de mettre quelqu'un d'autre que Ibrahimovic. Voilà. Entre son but d'extraterrestre, l'impact qu'il a dans le jeu, le fait que dès qu'il n'est pas là, on sent que c'est une équipe complètement différente. Il y a pas photo sur le match. Sur le match d'hier et de façon générale, le leader, le patron, la légende qui nous aide et qui nous tire vers le haut, c'est le Z. Parfait. À toi, Yann, t'es top? Alors pour moi, déjà, je tiens à souligner que c'était difficile de dégager des tops et des flops parce que dans une telle performance face à Napoli, j'ai trouvé vraiment que chaque joueur a eu son importance dans la préparation tactique notamment pour mettre à mal ce Napoli. Toutefois, je pars nouveau, j'ai eu ce grand dilemme à la troisième place de mes tops parce que je mets Benacer, mais j'aurais très bien pu mettre Kessie également parce que comme le dit très justement Benoît, bah, c'est une doublette, ils travaillent en paire. Kessie compense ce que Benacer ne fait pas et Benacer compense ce que Kessie ne fait pas. Ils sont absolument incroyables. C'est pour moi un des plus beaux milieux de Serie A qu'on a la chance d'avoir cette année grâce à Benacer et Kessie. Le Et meilleur. du coup, pour moi, Benacer fait pour moi partie du numéro 3 de mes tops. Absolument un match incroyable. Nouveau, il récupère un nombre incalculable de ballons. Il est présent, comme je l'ai dit, dans un pressing
très haut avec Kessie sur Fabian Ruiz et Bakayoko. Et hier soir, la bataille du milieu de terrain est totalement gagnée par nos joueurs, notamment grâce au gros travail de Bennacer et Kessie également, bien sûr. En numéro 2 de mes tops, Théo en a parlé, c'est Théo. Euh, on a, on a été un peu plus mitigé par ses dernières performances ces derniers temps, mais on oublie quand même qu'on a là un latéral gauche d'une qualité exceptionnelle. Défensivement, il a quelques lacunes en première mi-temps, mais sur la deuxième mi-temps, je le trouve quand même, il revient très très rapidement souvent. Il met quelquefois le pied sur Politano, qui a été très vif hier soir, qui a un très gros client aussi. Politano, faut pas l'oublier. Donc défensivement, je l'ai trouvé bon et offensivement, bon, on le sait tous, hein, c'est remonté où il remonte absolument tout le terrain, sont incroyables. Il est à l'origine du premier but sur le centre pour Zlatan. Il est à l'origine de l'expulsion de Bakayoko aussi. Il ne faut pas le négliger, ça, parce que pour moi, si Bakayoko n'est pas expulsé, je ne suis pas convaincu que ce match, on le gagne. Les 10 Quand on dernières voit les minutes 10 auraient été dernières très… minutes Ouais. à 10 qu'on vit, je ne suis pas convaincu qu'on gagne ce match avec la présence de Bakayoko sur le terrain. Et donc, c'est aussi lui sur une remontée absolument incroyable en fin de match que Bakayoko est expulsé. Donc, pour moi, il a clairement sa place dans nos tops. Et ensuite, en numéro 1, bah, vous l'avez dit, Benoît, je te confirme, c'est aussi mon numéro 1, c'est le grand Zlatan Ibrahimovic. Que dire, 39 ans, encore un doublé, meilleur buteur de Serie A. Zlatan, cette année en Serie A, c'est en 6 matchs, 10 buts et une passe décisive. Pour un joueur de 39 ans, j'ai plus les mots. Je pense que vous ne les avez plus non plus. C'est absolument génial. Très bien. Alors pour ma part, dans mes tops, en troisième position, je rejoins Benoît, j'ai Kessié. Pour l'abattage physique qu'il a eu sur la rencontre. Un gros travail de l'ombre, comme tu l'as souligné. Il y a une phrase qui m'a fait rire de Philippe Genin lors du contact avec Insigné, où Kessié à l'épaule t'envoie Insigné par terre et Genin dit de toute façon, ils boxent pas dans la même catégorie. Et c'était vraiment tout à fait ça, parce qu'Insigné se lève en mode donne-moi la faute. Et non, c'est juste que Kessié fait 30 kilos de plus que toi et est tellement plus physique. Et le match qu'il a fait en taille patron, on le voit d'abord se prendre ce méchant coup de coude dans la tête, bien sûr involontaire, mais voilà, qu'il le fait saigner. On le voit ensuite s'effondrer dans la deuxième période. On ne sait pas trop ce qu'il a, s'il perd connaissance, s'il n'est pas bien à cause de ce coup de coude de première mi-temps. Mais il se relève et derrière, il va te chercher les duels, il va te chercher des insignés à la vitesse en jouant parfaitement avec son corps en fait. Donc gros match de Kessié. J'aurais pu citer Bennacer aussi, hein, vraiment. De toute façon, quand on en cite un, on pense forcément à l'autre. Mais voilà, je souligne la bonne performance de Kessié. En deuxième position, quelqu'un qui n'a pas été encore cité, je mets Gigio Donnarumma en deuxième position parce que franchement le match on le gagne aussi grâce à la bonne performance de Donnarumma qui est allé vite chercher les ballons dans les pieds des attaquants de Naples, qui a fait une énorme parade en première mi-temps aussi où il la met en corner mais la balle a un rebond assez bizarre et tout. Voilà, genre grosse Il gère bien le performance. face-à-face face à Petagna aussi, hein, Tout à qui en fait, plus, enfin, Petagna n'a pas fait à une bout grande entrée, portant. c'était un attaquant lourd et il Hmm. avait planté avec la SPAL déjà face à nous et Donnarumma n'aura pas craqué face à un joueur qui est formé chez nous d'ailleurs. Hmm. Et ce que je tiens aussi à ajouter à Donnarumma, c'est la beauté, j'en ai déjà parlé, c'est la beauté des huis clos, c'est son rôle de leader dans l'équipe. Hmm. Il ne cesse de remettre en place sa défense, il ne cesse d'encourager ses collègues, il ne cesse de les remettre à l'ordre aussi. On l'a souvent vu s'énerver, notamment sur l'action de Mertens, je crois, où il doit sortir un immense arrêt, et plusieurs fois où les Napolitains ont la possibilité de tirer depuis l'extérieur de la surface. Et ce rôle de leader à cet âge-là, il est vraiment à souligner, je trouve, chez Donnarumma. Tout à fait. Et voilà. Et pour moi, il est un grand artisan de la victoire. Tu vois, moi, quand je fais mes matchs, quand je regarde les matchs et que je veux suivre, je mets des petits bâtons et des petits ronds pour s'ils ont fait quelque chose de bien ou pas bien. Et bah pour moi, la parade de Donnarumma en première mi-temps vaut la même chose qu'un but de Zlatan Ibrahimovic, parce que franchement, il faut le souligner parce que voilà, on parle souvent de l'aspect offensif, on parle souvent défensivement de Kier, mais Donnarumma aujourd'hui a été un patron dans sa cage, et même s'il prend un but,
Voilà, parce que Romagnoli est un peu trop, enfin n'est pas là et ailleurs sur cette action-là, et que là il y a une faute aussi de Bakayoko. Donc je tiens pas du tout Donnarumma responsable de ce but. On a affaire à un grand Donnarumma aujourd'hui. Et enfin, en top 1, j'ai l'inévitable, le grand Zlatan Ibrahimovic. Voilà, j'ai deux choses dessus. Donc, gros match encore de Zlatan Ibrahimovic, 10 buts en 6 rencontres. Il est également à 8 matchs consécutifs en marquant au moins un but. Ça fait 8 matchs qui marquent au moins un but. Doublé face à la Roma, doublé face à Naples. J'oublie un autre match. On a joué qui aussi, des gros où il met un doublé, l'Inter où il met un doublé. Enfin voilà, gros match de Zlatan. Il y a une passe stratosphérique que j'ai vue hier sur AC Milan Comps, où il fait une passe téléguidée pour Rebic en première mi-temps, mais elle est dingue, vous irez voir. Et voilà, en fait, moi j'ai regardé aussi l'émission des réservistes hier soir en direct, et je cite du coup Michael Marciano qui dit à 39 ans, est-ce qu'on a déjà vu un mec planter 10 buts en 6 matchs à 39 ans? Est-ce que dans l'histoire du foot, et Benoît, je sais que tu es une bible là-dedans, donc tu peux peut-être me répondre, ou peut-être que tu n'as pas la réponse tout simplement parce qu'il n'y a que Zlatan, mais je pense pas qu'à 30... J'aurais pas la réponse de tête, là. Ouais, mais je pense pas qu'à 39 ans, on ait déjà vu quelqu'un qui commence une saison par 10 buts en 6 rencontres. Un 9 en tout cas. J'ai envie de te dire, un 9 à 39 ans qui fait ce genre de début de saison. Je pense que dans l'histoire du foot, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Donc voilà, juste gros match de Zlatan. J'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce que vous avez dit. Benoît, si tu veux bien nous donner les tops de Solo Milan. Alors, il n'y aura pas énormément de surprises, hein, ça va rejoindre vraiment tout ce que vous avez dit. Au niveau de troisième place, du coup, c'est Donnarumma. Mm. Donnarumma qui, à travers ses 4-5 parades décisifs, bah, voilà, ça vaut autant qu'un but, hein, là, tu as bien fait de le souligner, hein, et il nous sauve les fesses à ce niveau-là. Deuxième, c'est Théo Hernandez. Voilà, bah c'est un peu un des chouchous, hein, chez nous. Forcément, c'est un Français. Il sort d'une superbe première saison. Là, on le sentait un peu moins en jambes ces derniers temps. Il y a l'enchaînement physique, hein. Quand ton jeu est basé sur l'accélération et que tu enchaînes les matchs tous les 3 jours, bah forcément, il y a un moment où tu payes le prix. Là, l'impact, la titularisation de Rebic lui a énormément apporté. Ils se connaissent par cœur. Ça a été un vrai plus. Et premier, bon, bah, pas de surprise, hein, Zlatan Ibrahimovic, pour tout ce qu'on a déjà cité. On se rappellera une des belles images de ce match, ça sera vraiment ce contrôle en extension où il va chercher d'un geste de taekwondo, vraiment, hein, c'est du typique Zlatan. Il met il met le pied au-dessus de la tête du défenseur adverse, et alors c'est un contrôle remise derrière. Je crois que c'est Benacer qui récupère le ballon après ce contrôle passe là, mais c'est magnifique. Très bien, on va désormais passer au flop du match. Yann, je vais te laisser commencer pour les flops. Alors, mes flops, comme je l'ai dit tout à l'heure, difficile de donner des flops sur ce match. Toutefois, j'ai été déçu, si on peut le dire comme ça, par 3 joueurs qui, pour moi, peuvent apporter plus. On l'a déjà vu cette saison ou la saison passée être plus percutant que ça dans notre jeu. Et je commence par notre capitaine Romagnoli. Attention à prendre avec des pincettes également. On sait qu'il est un peu fragile physiquement ces temps. Sa blessure lors de l'échauffement du dernier match nous le confirme pour moi. Je trouve dans certaines de ses décisions, dans certaines de ses interventions, un peu léger, un peu doux. On le voit sur le but face à Mertens, où pour moi, il se fait un peu bouger par le petit Belge. Lors d'un dégagement aussi, un fin de match du gauche où il envoie la balle, il veut envoyer la balle loin devant, il la met en touche. C'est des petites fautes techniques dont on n'avait pas été habitué jusqu'à maintenant de notre capitaine. Et c'est pour ça que pour moi, il fait partie, il est en position 3 de mes flops aujourd'hui. Un peu déçu dans l'ensemble de Romagnoli, mais je me fais aucun souci pour lui. Je pense que ça va clairement revenir. Je vois des gens sur les réseaux sociaux totalement être en apnée après chaque match de Romagnoli en se disant que c'est fini. Non, pour moi, il revient d'une période un peu difficile à cause de sa blessure. Physiquement, pour moi, il est peut-être pas encore totalement au top, et d'où ses prestations selon moi.
Ensuite, en numéro 2, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, il fait une passe millimétrée, une passe FIFA pour Rebic pour le deuxième but, c'est Akan. Akan, en début de saison, je le trouvais vraiment partout. En 10, c'était vraiment la plaque tournante de notre jeu. Alors hier, il fait pas un mauvais match, Akan, mais j'ai l'impression qu'il peut encore plus donner. Et de ce que j'ai vu en début de saison, notamment lors de rencontres face à l'Inter, je trouve qu'Akan, il peut encore avoir un rôle plus central dans notre équipe. Et c'est pour ça que je le mets aujourd'hui en flop. Ouais, Parce que pour moi, C'est il peut. une baisse de forme qui est inquiétante, je trouve, encore plus dans le ouais. contexte où Szoboszlai pourrait rentrer en tant que monnaie d'échange. Si l'international turc ne prolonge pas son contrat, moi je trouve ça quand même inquiétant. Parce qu'en soi, on n'a pas radicalement changé notre manière de jouer depuis que Hakan est en méforme. Donc ça veut simplement dire qu'il s'est rendu moins utile au collectif. On arrive à gagner quand même. Et c'est pas la première fois qu'il figure dans les joueurs en méforme. Mm. J'espère que c'est passager. Mais clairement, dans cette situation-là où Szoboszlai pourrait arriver, il se met pas dans les meilleures conditions. Ah bah, il se met surtout pas dans les meilleures conditions pour renouveler son contrat parce que, comme tu l'as dit, là ça devient constant en fait. Autant Théo Hernandez, c'était vraiment par courant alternatif, on le trouvait un peu moins bon, un peu moins juste, mais il revenait pas toutes les semaines. Là, à Cannes, ça doit faire maintenant un bon mois maintenant, euh, presque 4-5 émissions qu'il est tout le temps dans nos flops. Et comme tu l'as dit, voilà, enfin là ça devient préoccupant. Pour Akan, je vais te laisser finir, Yann. Voilà, c'est vrai que ça devient préoccupant et ça devient régulier, en fait, les mauvaises performances de Akan. Exactement. Bon, après, je tiens à préciser, je considère pas ça comme une mauvaise performance. Je Mm. considère ça juste comme peut-être un match où pour moi, il peut donner plus. Et ça va être le même commentaire pour mon flop numéro 1 qui ce soir est Salmakers. Pour moi, le Belge a fait des progrès absolument incroyables depuis le début de saison. Franchement, je ne vais pas vous mentir, lorsqu'on le prolonge, je ne suis pas plus emballé que ça parce que je le trouve très, très brouillon la saison passée. Je ne comprends pas vraiment pourquoi on prolonge un joueur comme Alexis dans notre effectif. Et il me fait un début de saison où de match en match, il progresse. De match en match, on voit son importance dans notre 11. Et ça, je tiens à le souligner qu'à cet âge-là, parce qu'il est aussi très jeune, Alexis Saelemaekers, qu'il a vraiment son importance sur son côté droit, je trouve. Mm. Après, hier soir, je le trouve comme parfois cette saison un peu brouillon, un peu le mot que j'ai envie de dire pour Saelemaekers, c'est peut-être un manque de lucidité parfois. Il est très rapide, techniquement Ah, très il n'est pas bon. très rapide. Il s'est fait bouffer justement Moi, en je le trouve très vitesse. vif. Moi, je le trouve très vif, Salmakers. Je le trouve très vif, assez rapide et je le trouve techniquement très bon. On l'a vu sur des contrôles comme il l'a fait face à l'Inter ou comme ça, où il arrive tout à coup Mm. par un petit geste technique à éliminer un joueur. Et je le trouve aussi très vif. C'est mon ressenti personnel sur Ah, ce vif, joueur. vif, je suis d'accord. Vif. Je pense que Saelmakers, dans un monde où la 3G serait de mise, il aura une fulgurance qui serait extraordinaire. Le problème, c'est que la 5G vient de sortir et qu'on est tous en 4G. C'est vraiment une question de tempo, en fait. Il a les bonnes idées, mais il dépasse C'est pas les 10 exactement mégas, ça. quoi. Il a les C'est bonnes exactement, idées. il manque cette petite poudre de perlimpinpin, je recite à nouveau Monsieur Macron, pour vraiment faire le pas et devenir un bon joueur. Parce que comme tu le dis, les idées, il les a. Je trouve Mm. il a la vivacité, il a la technique, mais il manque parfois dans ses choix, dans ses derniers gestes, dans ses dernières passes, dans ce dernier toucher pour amener le ballon au but, un peu de lucidité, un peu de calme pour Mm. que ça soit un bon joueur. Et c'est pour ça que je place du coup Alexis Salmakers dans le flop 1. Mais Mm. comme dit, ça n'est pour moi pas une contre-performance parce qu'il est très important sur le plan Mm. défensif, je trouve, aux côtés de Calabria pour contenir Insigne. Et on le voit à sa sortie avec l'entrée de Castillero où Insigne a tout de suite été plus dangereux parce que Castillero ne faisait pas autant d'efforts défensifs que Salmakers sur ce côté droit. Très bien. Moi, je vais vite faire la même chose que toi, vu que j'ai les mêmes. En fait, j'ai Akan, Selmakers, Romagnoli, mais que je considère pas non plus comme des flops. La même raison que toi, je trouve que vraiment le match est vraiment globalement très maîtrisé. Mais voilà, je voulais juste souligner Akan parce que Akan, il est en dessous des autres sur le match, mais il fait quand même une super passe qui amène le deuxième but pour Rebic.
Donc finalement, voilà, il est en dessous, il n'y a pas de souci. Il est même en dessous des performances qu'on a vues lors du restart et lors des premiers matchs de la saison 2020-2021. Mais il t'apporte quand même une belle passe clé qui nous amène au deuxième but. Romagnoli, je le trouve encore trop tendre. Et Salmaker, je le trouve, voilà, il a les idées, mais je le trouve, il manque un peu de physique encore et d'accélération parce qu'il y a eu 2-3 longs ballons de Calabria pour Salmakers où il faisait le bon appel, mais au niveau de la rapidité, il se faisait manger par le défenseur gauche, c'était Mario Rui, je crois. Voilà, Benoît, je vais te donner la parole pour les flops. Alors, du coup, au niveau des flops, petit bémol déjà, on n'aura pas le temps d'en discuter pleinement ou d'argumenter énormément, mais je vous trouve très très dur avec Akan. Bon, globalement, Çalhanoğlu se fait quand même deux matchs d'affilée où je me rappelle de mémoire, vous l'aviez classé même flop numéro 1 sur le dernier match, alors que je trouvais qu'il était monté en puissance vraiment. Et hier encore, même s'il n'a pas été, et encore, il a été presque décisif. Il a été tellement utile pour aider au milieu dans le double pivot. Si on n'a pas vu du match Bakayoko et Fabien Ruiz d'hier, c'est pas uniquement par le seul travail de Bennacer et de Kessié, c'est parce que Çalhanoğlu, il est présent, il est là, il fait les efforts défensifs, il aide à fond le double pivot. Et si même le match hier offensivement était fade de son côté, il n'a pas fait vraiment grand-chose. Il a été tellement utile pour le contrôle du match, la temporisation, récupérer les ballons, orienter comme il fait d'habitude. Donc, je trouve assez dur de le mettre parmi les flops, mais bon, après, Non, mais chacun vas-y, son avis. Et... bien sûr, totalement. Et puis dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de la performance d'Akan, parce que s'il divise, eh ben, il y a débat et tu as raison de le souligner, Benoît. Il y a un fait important aussi qui a souligné, qui a noté, c'est que quand il s'est blessé, c'était pour le match, je sais plus quel match, où il devait être absent en fait. Il avait été annoncé juste avant le premier ou le deuxième match d'Europe. On l'avait annoncé absent le soir même et le lendemain par certains spécialistes au niveau de cette blessure pour 2-3 matchs qu'il devait louper, qu'il devait pas jouer du tout. Il n'a pas joué le match européen. Et après, directement, le match contre la Roma, il a été aligné titulaire. On l'annonçait absent pendant 3 matchs. Il a été absent, il a été mis au repos pendant un seul match. Et après, il a rejoué 90 minutes d'affilée. Et il a enchaîné comme ça après les matchs, sans être en forme, dans un retour de blessure où il aurait dû être absent pendant plusieurs matchs. Et Pioli l'a fait jouer et on le sentait qu'il n'était pas en forme sur le terrain. Donc de la même façon que Yann tout à l'heure mentionnait le fait que Romagnoli revenait et était pas au top parce que il y a peut-être des problèmes physiques, ou même Théo Hernandez sur les derniers matchs, à Cannes c'est le même constat qu'on doit faire pour lui. On doit pas le mettre, on doit pas le mettre dans une catégorie à part à ce niveau-là. Très bien. Alors rapidement du coup au niveau des flops autrement, donc numéro 3 j'ai mis Castillero parce que son entrée elle est vraiment anecdotique. Le gars il doit rentrer, il a apporté de la fraîcheur, aider à contrôler le match. Il a vraiment rien fait offensivement, il a servi à rien. Défensivement, c'était plus un poids pour Calabria qu'autre chose parce qu'il suivait pas son homme. Enfin, c'était vraiment. Il est rentré. On était censé jouer à 11 contre 10 à cause de grâce à l'expulsion de Bakayoko. Avec Castillero, on était à 10 contre 10. Hein. Il y a pas photo. Donc troisième Castillero, deuxième Selmakers. Voilà le problème de l'aile droite à Milan, c'est son apport. Voilà, il est bien mignon, il est bien gentil, mais il faut qu'il en fasse plus le gamin, quoi. Je reste confiant, tu vois, il est jeune, il va s'améliorer, il va apprendre à jouer plus proprement, mais des choses simples, des petits contrôles. Zlatan à chaque fois il engueule, on le voit sur le terrain, on l'entend avec ses matchs à huis clos. Des petits décalages, des petits trucs simples qu'il fait ou des courses qu'il doit faire, il fait jamais le vrai bon choix. Techniquement, il a peut-être des capacités ou des choses qu'il fait bien, mais on lui demande juste de jouer au foot. Faut pas que le gamin, maintenant qu'il est passé titulaire, qu'il a dépassé Castillero, faut pas qu'il essaye de se prendre pour Mohamed Salah ou Riyad Mahrez. Hein. Ça reste Alexis Selmakers. Donc, fais les choses simples que tu sais faire à ton niveau et ton jeu il sera plus propre et t'en sortiras de meilleurs matchs. Et le numéro 1, écoutez, je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept de wingman. C'est pas un concept footballistique, mais un concept en drague. Pendant des années, quand on avait en charnière centrale des duos Romagnoli-Musacchio, Romagnoli, même Bonucci ou Romagnoli-Zapata, pas l'État celui aussi, qui... hein. On peut même pas l'État, se si tu rappeler veux, ouais, pour l'histoire.
Celui qui faisait le wingman, qui mettait son copain en valeur, Mm. c'était les trois autres. Et Romagnoli paraissait toujours à nos yeux de supporters comme c'était le meilleur des deux, c'était le plus beau, c'était voilà, il était bien. Mm. Sauf que depuis janvier, il y a un petit Danois qui est arrivé et qui change la donne complètement. Le wingman, celui qui met l'autre en valeur, c'est plutôt ce coup-ci Ok. Romagnoli. Hein. C'est plus lui qui apparaît très très brillant, c'est lui qui au contraire paraît plus faible alors qu'on pensait que ce serait un patron pour des années. Donc le flop numéro un pour moi c'est Romagnoli. Hein. Vraiment, ça fait plusieurs matchs qu'il n'est pas dedans. Hier, il a été extrêmement pénalisant. Il y a eu des actions où il va au pressing, il sort de sa zone. Mm. Qui est à la limite, il est obligé de faire le boulot de deux défenseurs tellement Romagnoli est, Mm. il Il est se dans fait la ligne envoyer quoi. Il aussi y a des sur la trucs. première, sur une des premières actions. Il a deux doigts de demander une ventoline après que Politano lui a mis 15 mètres. Hein. Mais Ah, il est c'est où, ça, hein, mais Théo? il Il y a est un où, vrai Théo? Et problème de vitesse, Mm. d'accélération, de placement. C'est compliqué. le retour est Compliqué. compliqué. Ouais. Romagnoli, c'est vraiment l'Euro. Il y a aucune chance vraiment que Romagnoli soit à l'Euro cet été là. Quand tu vois le niveau affiché par Acerbi, C'est- Bastoni, il y a un gros débat en ce moment sur Solo Il est à ce passé en niveau-là. dessous hein, dans la hiérarchie. Hein. Ah ouais, Il ouais, a regardé ouais. les trois matchs sur le banc, là, sur la trêve. Il trouve le moyen de prendre un jaune depuis le banc face à la Bosnie pour contestation. Bastoni n'a que 21 ans, mais l'expérience de la Ligue des Champions l'a déjà fait passer devant Bah, Romagnoli dans la hiérarchie. Et Acerbi est déjà devant, mais ça fait quelques années. Hein. Romagnoli, il est en train d'utiliser son crédit là, en fait, avec la nationale. Vu qu'il est là depuis longtemps, là, et qu'il est moins bien actuellement, que c'est Mancini qui continue de le prendre encore. Mais là, il est peu à peu en train d'utiliser le crédit qu'il a. Et puis si jamais il s'en sort pas d'ici un mois ou deux, bah, progressivement, il quittera les 23. Enfin, je sais plus, parce que l'Italie prend 40 joueurs à chaque trêve. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais globalement, c'est ça. Le Romagnoli perdra sa place dans les 23. Ok, Donc c'est pas une condamnation concernant son niveau. Voilà, on sait qu'il peut faire mieux, mais faut qu'il se réveille quoi. Réveille-toi. très bien. Théo, toi, tes flops? Rapidement, Castillejon en troisième position, parce que si l'apparition du trou noir devait être résumée par l'entrée d'un joueur à une thèse de scientifique, je pense que je montrais l'entrée de l'Espagnol. Euh, Abyssal. J'ai même pas les mots en fait. Quand on fait ce double changement à la 73e, je comprends déjà pas pourquoi Brahim Diaz rentre à sa place, et encore moins pourquoi Rebic sort, mais ça c'est un autre débat. Rien à dire. C'est abyssal ce qu'a proposé l'Espagnol hier. Il a plus compliqué la tâche à Calabria qu'autre chose, malheureusement. Et dans un contexte où il n'est plus le seul à ce poste-là, j'espère ne plus le revoir sur un terrain, tout du moins dans cet état de forme-là, avant un petit bout de temps. En deuxième position, Makers, pour les mêmes raisons que vous avez évoquées. C'est un joueur qui doit s'améliorer dans son tempo et dans son timing sur ses propositions de jeu parce que on sent dans l'idée que les trois quarts de ses passes sont bonnes. Mais s'il veut éviter à Zlatan de faire perdre sa voix, je pense qu'il y a quelques réglages des automatismes qu'il doit améliorer. Et puis en première position, aller sur Romagnoli pour les mêmes raisons que vous avez citées hier. Au-delà du fait qu'il démarre très mal son match en laissant un bon cran d'avance à Politano qui l'envoie globalement. C'est un joueur qui a beaucoup de mal à revenir. Et puis, on le disait très justement avec Benoît, ça fait partie de ces joueurs qu'on a pensé supérieurs au reste de notre défense pendant un petit bout de temps, mais Simon Kier remet quand même pas mal les pendules à l'heure. Mm. Et on rentre pas dans une culture de l'instant en disant que Romagnoli est le moins bon défenseur des quatre actuellement parce que c'est une réalité. C'est un joueur qui est pas bien revenu depuis sa blessure. Une blessure certes compliquée parce qu'elle l'a touché au niveau du mollet et il y a eu un retour long. On a joué longtemps sans lui, mais c'est compliqué quand même le retour aux affaires pour le joueur formé par la Roma. Très bien. On va finir avec les tops de Solo Milan, si tu veux bien, Benoît. Les flops de Solo Milan, c'est les Ouais. mêmes que nous, hein, les mêmes que moi, les mêmes que Théo. Là, c'est Castille en 3, Celle en 2, Roma en 1. Et on va pas plus argumenter que ça, hein, c'est assez logique. Très bien. Et ben, on va refermer du coup toute cette parenthèse sur le match de Naples pour nous concentrer sur le débat du jour. Un débat rétro, notre premier débat rétro. On a l'habitude de faire sur l'actualité du Milan. Mais là, avec la présence de Solo Milan, on a voulu faire quelque chose de plus nostalgique. Donc, je vous ai posé la question de si jamais
Vous deviez montrer un match du Milan à quelqu'un qui aime le foot mais qui ne connaît pas forcément le Milan AC, ou en tout cas le match qui vous a le plus marqué, lequel ce serait? Donc voilà, donc Théo, tu vas commencer avec ton match, le match qui t'a marqué, le match qui a laissé une trace pour toi. Pas forcément le match qui m'a le plus marqué dans mon histoire avec Milan, mais c'est un match, vous allez comprendre pourquoi, qui a un écho et un ressort très important. On est le 22 octobre 2016. On joue à San Siro, Nicolas Rezzoli au sifflet de cette rencontre et c'est le duel Juventus-Milan qui m'intéresse. La vieille dame est leader avec 21 points. Milan et Rome se partagent la deuxième place avec 22 unités. Et au coup d'envoi de cette rencontre figure un certain Manuel Locatelli au milieu de terrain du 4-3-3 de Montella. Devant Suso Mbaïnyang et Carlos Bacca sont chargés de l'animation offensive. La Juve jouait déjà en 3-5-2 à cette époque avec un certain Dani Alves à droite et Alexandro à gauche. Au-delà de la victoire qui est extraordinaire, première victoire depuis 4 ans à l'époque face à la Juve, c'est l'essor de Manuel Locatelli qui est buteur dans ce match qui m'impressionne parce que on voit beaucoup sur les réseaux la question de est-ce que Locatelli a bien fait de vendre, Milan a bien fait de vendre Locatelli à Sassuolo. Locatelli qui est à cette époque-là titulaire, c'est la deuxième saison où il est titulaire, il a 18 ans, il en a 22 aujourd'hui et il évolue du côté de Sassuolo. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on comprenne que le Locatelli de Milan, c'était pas celui qu'il est actuellement à Sassuolo. C'est pas le même joueur, pas la même marge de progression. Et il faut reconnaître le travail de Sassuolo qu'ils ont fait en amont sur le joueur formé à l'Atalanta parce que c'était un joueur qui était très timide dans ses idées de jeu et dans ses intentions, qui avait beaucoup plus de passes latérales que de jeux apportés vers l'avant avec de la prise de risque, qui avait certes une bonne frappe et ça se voyait déjà à ce match-là, mais qui n'avait pas du tout la même marge de progression et les mêmes intentions qui lui permettent aujourd'hui, à mes yeux, d'être le premier et la première option en national et derrière Verratti, Jorginho et Barella. Donc ce match-là, au-delà de rester uniquement sur Locatelli, c'est pour moi l'occasion de montrer ce que Milan était capable de faire dans cette ère un peu plus sombre de notre histoire. Et comme quoi, même avec Gabriel Paletta dans une défense centrale, on peut faire de grandes choses, même si on part quand même avec des choses, pas les meilleures prédispositions. Et à cette époque, Donnarumma était déjà titulaire. C'est le seul joueur qui était titulaire de cette époque et qui est encore dans le 11 actuel et qui avait d'ailleurs sorti cette parade extraordinaire sur une frappe de Khedira dans le temps additionnel, qui avait fait lever Galliani. Victoire 1-0. On n'est pas champion, on ne fait pas une grande saison à l'issue de cet exercice 2016-2017, mais on avait battu la Juve chez nous. Et rien que pour se souvenir de ça, je vous conseille de regarder ce match. Très bien, ouais, c'est ça. C'était peut-être la seule véritable victoire de la Banderera qui nous a fait rêver. Enfin, sur cette période post-2011-2012, je crois, c'est la dernière belle saison qu'on a fait en date. Derrière, ça a installé la fameuse Banderera avec, tu l'as dit, des Paletta, des Gomez, des Vangioni, des tout ce que tu veux, des Constants. Il y a quand même Rodrigo Eli sur le banc, Luis Adriano, qui était le phénomène brésilien avant qu'il ait le maillot de porter notre maillot, Jorge Sousa. Donc, en vrai, j'aimais bien ce joueur. Enfin, en termes de mérite, un peu moins offensif que Mathias Fernandez, mais avec toujours cet apport un peu intéressant. La Padula qui était rentré, Gustavo Gomez. Ça, on a toujours un chanteur d'Amérique du Sud qu'on accueille dans notre effectif. On ne sait jamais pourquoi. C'est tombé sur lui, malheureusement. Il est retourné en Amérique du Sud. Et puis, la Padula qui a fêté sa première sélection avec le Pérou, d'ailleurs, et qui est rentré à la 90e minute de jeu dans ce match-là. Mais ouais, un bon souvenir dans une période plus sombre. Tu le dis très justement, Guillaume. Et c'était la saison où on avait gagné notre seul trophée, non, de la Bandera. C'est cette saison, on gagne la Supercoupe d'Italie ou la Coupe d'Italie? La Il Supercoupe me d'Italie, je semble que crois. c'est cette cette saison, hein. saison-là où on gagne la Supercoupe d'Italie. Ah Je ouais, suis plus totalement sûr, mais j'ai je le La crois sou- bien, oui. Supercoupe, j'ai on le a gagné en souvenir de. 2016. Ouais, c'est ça, hein. J'ai le Ouais. souvenir de Montella et de ce maillot-là. Et de ce maillot-là de AC Milan. Bon, bah très bien. Donc 1-0 pour Milan face à la Juve. C'est ton match, Théo. Benoît, quel est ton match à toi? Alors moi j'ai préparé 2 matchs, j'avais peut-être mal compris la consigne, mais j'ai Et un match vas-y. qui m'a le plus marqué et un match qui permettait de faire découvrir le club à quelqu'un. Ouais. Alors tout d'abord, donc le match qui m'a marqué, que j'ai sélectionné, c'est un peu en rapport avec l'actualité. Il y a un de nos anciens buteurs là qui vient de prendre sa retraite sportive, Mm. c'est Pazzini. Ah, Pazzini, il n'a pas Pazzo. forcément marqué l'histoire du Milan, mais il a au moins marqué une saison, la première dans laquelle il vient chez nous.
Et donc, vu qu'il vient d'annoncer sa retraite, je voulais lui rendre un petit hommage, étant donné qu'il a été l'artisan d'un 3-0 Milan-Lazio, qui était une IRL qu'on avait organisée avec, je sais plus, une vingtaine de membres de Solo Milan, où on s'était tous réunis à San Génial. Siro pour voir le match et pour se rencontrer enfin IRL après des années à discuter en ligne ensemble. Donc Génial. c'était un super match, voilà, un 3-0, doublé de Pazzini à la 40e, à la 60e, Boateng qui met le deuxième but de la victoire 3-0 à la 44e, Mm. avec Candreva qui s'était fait expulser à la 16e minute sous un tonnerre d'applaudissements de San Siro. Voilà, c'était un super souvenir avec des membres de Solo, là où on s'est rencontrés, on a été manger ensemble, on a visité les vestiaires interistes, parce que vu que matin du match oblige, les vestiaires milanais étaient fermés. Ouais, On s'est fait le musée, etc. C'était une super sortie à Milan ensemble. Donc c'est un génial. match tout particulièrement qui m'a marqué, qui m'est revenu en tête avec la mention de la retraite de Pazzini par Diano, un de nos membres historiques sur le forum de Solo. Très bien. Donc voilà, pour le match qui m'a le plus marqué, c'est ça. Et pour le match qui aide à découvrir le club et qui peut donner envie à certaines personnes d'apprécier encore davantage nos couleurs, je suis parti du principe que pour vouloir découvrir le club, fallait générer un peu d'attachement et donc être lié aux joueurs actuels. Mm. Et pour générer de l'attachement et un peu d'émotion, il fallait un match où on est outsider, où il y a des têtes connues, quelques stars dans le match, du spectacle, du suspense, le petit qui mange le grand. Alors si je vous dis Ah, ça, un match récent, avec du suspense, des têtes d'affiche qui mettent des buts, du retournement de situation, qu'est-ce que bah, ça vous évoque? Est-ce que ça ce vous évoque un match particulier? Milan-Juve, lequel tu parles? Exactement, exactement. Le Milan-Juve 4-2 du 7 juillet dernier. Vous menez 2-0, on revient historiquement. C'était un match fou à vivre en tant que supporter. Ouais. Et je pense que pour générer de l'amour du club, l'amour des couleurs, voilà, ce match, quand tu le présentes bien à une personne qui connaît un peu le foot, Mm. tu lui parles d'Ibra, tu lui parles de CR7, déjà, il a des repères facilement pour Ouais. rentrer dans le match. Tu lui dis que la Juve est leader et championne depuis 10 ans, que Milan galère. Tu lui fais vivre le match en direct avec toi, Mm. en rediff avec toi, la personne, tu regardes son regard à 2-0, tu vois comment le but de Rabiot, le but de CR7, tu te dis comment c'est Ouais. possible, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, elle vit avec toi le moment où on revient 2-1, Ouais. 2-2, 3-2, 4-2. C'était un des plus beaux matchs de ces dernières années. C'était un moment riche en émotions. Et Mm. je pense que voilà, c'est le meilleur match de ces derniers temps pour faire Tout à vivre fait. l'amour du Milan à quelqu'un de nouveau dans le foot ou qui veut se mettre au foot. Le nombre de messages que j'ai reçus après le match et pendant le match d'amis qui suivent le foot, mais ici et là, et pas du tout en résonance avec l'AC Milan, mais le nombre de matchs que j'ai reçus de «Oh, t'as vu, j'étais mais bien sûr que j'ai vu. Ah, Je suis en slip dans le Ouais. tram, mais... je suis dans le tram avec mon tel et mes écouteurs, je suis en slip, j'ai gueulé caissier dans, dans le tram. Quelle belle pub et quelle belle pub en fait pour l'AC Milan. Et c'est voilà, c'est ce qui nous a mis. On a énormément retenu la présence de la prestation de Rabiot parce qu'il met un but exceptionnel et tout. Et donc on a vraiment parlé de Rabiot après le match, mais c'est vrai que c'est une masterclass de l'AC Milan comme on n'en avait pas vu depuis des années. Donc je suis content que tu en parles aussi. Tu veux ajouter un truc, Yann? Non, mais très intéressant de parler comme ça de match actuel pour donner envie aux jeunes supporters. Parce que surtout au niveau des jeunes supporters, je trouve que ça se perd vraiment beaucoup cet amour et cette grandeur pour l'AC Milan. Mm. J'ai souvent l'occasion de donner des cours de gym à des enfants ou des cours de foot. Et quand je viens avec mon blason de l'AC Milan et qu'on me demande, mais monsieur, c'est quoi pour une équipe que vous avez là sur votre maillot? Ça a tendance à me faire très mal. Donc, je trouve ça très chouette, Benoît, que tu arrives à faire un lien comme ça avec l'actualité et la grandeur de notre club qui est l'AC Milan. Moi j'en parlais Je te cet été. comprends parfaitement. Excuse-moi, Guillaume. Vas-y, Vas-y. vas-y, vas-y, Benoît.
Non, j'allais dire que je te comprends parfaitement, Yann, étant donné que je suis aussi dans l'éducation nationale et que moi aussi j'arbore fièrement nos couleurs, que ce soit en cours ou dans les couloirs, et que j'ai toujours eu, voilà, pendant quelques années, des petits, des petits tacles ou messages toujours amicaux, mais plutôt bienveillants, on va dire, dans l'ensemble de jeunes supporters pour qui le Milan ne représente malheureusement plus grand-chose. Mhm. C'est ça. Et moi, j'en parlais cet été avec une rencontre que j'avais fait dans un bar à Lyon. Et le mec, on parlait de foot et me dit, toi, tu supportes qui? J'ai dit l'AC Milan. Et il m'a regardé avec l'âge que j'avais et avec du respect, tu sais. Et il m'a dit, c'est beau parce que en fait, il n'y a pas de nouveaux supporters du Milan. C'est-à-dire que ceux qui sont là, ceux qui me disent je suis supporter du Milan, c'est qu'ils en ont bavé et qui connaissent. Enfin, tu vois, il y a ce truc autour du Milan de si jamais tu es fan du Milan, tu as quand même une connaissance du foot qui est approfondie parce que ça veut dire que tu es là depuis un moment, tu sais. Et c'est ça en fait. Et le match que tu viens de citer, du coup, Benoît, ce fameux 4-2, va permettre sûrement à une jeune génération, on l'espère, après, voilà, je suis pas vieux non plus, hein, mais donc je prends personne de haut, mais à une jeune génération, les 10-15 ans, ceux qui ont entre 10 ans et 15 ans, à peut-être aimer ce club. En tout cas, c'est une belle pub que nous a fait Milan face à la Juve. Yann, ton match, toi? Alors moi, je vais revenir un peu dans le temps. 2007, ça paraît si loin. C'est pour moi un des grands débuts mon grand amour pour ce club. Je vous remets dans le contexte. On est en demi-finale de Champions League. On a un duel qui fait vibrer toute l'Europe. Je me souviens des bandes d'annonces de TF1, de Thierry Gilardi qui annonçait ce match, le grand duel entre Cristiano Ronaldo et Mm. Kaka en demi-finale de Coupe d'Europe. Ça nous faisait absolument tous vibrer. Et Milan se déplace à Old Trafford. C'est déjà le premier match. C'est le deuxième match dont je vais vous parler plus en détail. Milan se déplace à Old Trafford. Match qui tient toutes ses promesses avec Kaka qui met un doublé, Ronaldo qui met le 1-0. Et ensuite, c'est Rooney qui va mettre un doublé, dont un but à la 91e minute, je crois, Mm. qui va sceller la victoire 3-2 des Mancuniens face à l'AC Milan. Et Kaka me sort un match absolument incroyable à Old Trafford où, je ne sais pas si vous vous souvenez, il fait un sombrero Ah, à bien sûr. Evra. Mais c'est Il fait un iconique. petit coup de tête où Evra et Gabi Heinze se rentrent dedans. Ensuite, il vient ouvrir son pied pour ajuster Van der Sar. J'étais absolument stupéfait d'une telle action. Mm. Ensuite, on a le match retour à Milan. Ce match qu'on considère comme la partita perfetta. Beaucoup l'ont surnommé comme ça. Le Milan d'Ancelotti, Ancelotti qui reconduit son fameux sapin de Noël avec Jan Kulowski, Kalatsen, Nesta et Odo en défense, Dida dans les cages, un milieu de terrain, 3 joueurs devant la défense qui sont Gattuso, Pirlo et Ambrosini, et ensuite Seedorf et Kaka en soutien de Pippo Inzaghi devant. Et dans ce match, j'ai tellement de choses qui me reviennent en tête. Déjà, c'était une pluie battante sur San Siro. Milan qui va gagner ce match 3-0 grâce au but de Kaka en tout début de match et avant la mi-temps de Clarence Seedorf. Et ensuite, c'est en fin de, en fin de match, à la 78e minute, qu'Alberto Gilardino va venir inscrire le 3-0. Et c'est un match notamment qui m'a fait aussi découvrir un joueur qui était à l'époque, qui avait pas de cheveux, qui avait la tête toute rasée. C'était Gattuso. Il avait fait un match sur Cristiano Ronaldo qui était en ce moment-là en grand duel avec Kaka pour obtenir le Ballon d'Or, qui était un peu le grand duel des deux meilleurs joueurs sur la planète. Et Gattuso me sort un match absolument incroyable face à Ronaldo. Ronaldo en fin de match s'énervait après chaque tacle réussi de Gattuso qui a réussi pendant tout le match à contenir Gattuso, et une victoire 3-0 en demi-finale de Champions League avec l'ambiance de San Siro. C'était juste fantastique. Et si je dois recommander à nos jeunes supporters qui connaissent pas bien l'histoire de l'AC Milan, allez chercher ce match. Tous ces matchs-là sont sur le site footballia.net, qui est vraiment la Bible, et tu as tous les matchs. Alors, il n'y a pas que le Milan, hein, il y a tous les matchs que vous voulez, tous les anciens matchs, tous les matchs les plus récents, mais tous ces matchs dont on parle sont disponibles là-dessus sur Ah, c'est footballia.net, bon à donc vous savoir. pourrez aller les voir. Ouais, je mettrai le lien dans la description.
Ouais, posez-vous tranquillement sur votre canapé en cette période semi-confinée et admirez simplement cette masterclass tactique, technique. Il y a vraiment tout dans ce match 3-0 face à Manchester en 2007. Très bien. Et ben De moi, toute je vais. façon, Vas-y, Benoît. on va pas se mentir, la rédemption du Milan aux yeux des supporters, des jeunes générations, et pour redévelopper l'amour des Italiens, mais même voilà comme les gens comme nous en dehors des frontières de l'Italie, ça va passer par des performances, déjà une qualification, puis des performances Mm, en Champions League. Hein, c'est ça l'image que renvoie un club, c'est les prestations européennes. Hein. Tu regardes, on a tout à beau fait. être dans une forme monumentale Mm, depuis des mois et des mois, enchaîner les résultats. En France, la semaine où on prend le 3-0 contre Lille, ouais. les débats étaient repartis après des Déco, mois ouais. de jeu, de qualité, de résultats. On était réduit à être l'équipe qui a pris 3-0 par Lille. On Tout envoie à une fait. équipe Exactement. B, mais non, c'est le Milan qui n'est plus un grand. C'est le Mm, Milan qui a des problèmes financiers. C'est le Milan qui a ci, qui a ça. Des mois de résultats ont été balayés par un résultat sur la scène européenne. mm. Et ça résume tout. Ça résume tout ça. Tout à fait. Moi, je vais évoquer du coup mes matchs. Donc, j'en avais choisi un, mais je vais quand même répondre à la deuxième question. Je vais faire un peu comme toi. Comme toi, Benoît, sur le match qui m'a marqué. Et là, attention, parce que ça risque de vous faire peur. On est dans la pire année, je pense, de la Banderera. On est sur un 11 avec Donnarumma, Abate, Paletta, Gomez, De Sciglio, Cuca, Montolivo, Bonaventura, Suzubaka, Luis Adriano, ailier gauche. Et c'est le Milan Sassuolo, 4-3, où Milan fait une formidable remontada en deuxième période, où on est mené 3-1 à la 56e. Et on revient avec Bacca sur penalty à la 69e, Locatelli 73e et Paletta qui met un espèce de ciseau dans la surface de réparation à la 77e. Et c'est un match qui m'a profondément marqué. Je ne sais pas si je le conseille parce qu'il faut avoir quand même, faut vraiment avoir des côtes en tout cas pour mater la première période qui est affreuse. Mais je me rappelle le dénouement du match, des complètement fous. En face, c'est Politano, Acerbi et Pellegrini, trois noms qui sont un peu actuels là, en ce moment, qui avaient marqué côté Sassuolo. Et voilà, c'était un match qui m'avait vraiment marqué parce que voilà, c'était dans une période de, on va dire, 6-7 ans où tu n'avais aucune émotion, où chaque week-end était horrible et tu sortais, voilà, fallait pas être dépressif à ce moment-là parce que franchement, tu pouvais mettre fin à tes jours. Mais c'était vraiment une belle émotion, un beau match que j'avais vécu. Mais si je veux faire la pub de l'AC Milan, moi je vais remonter en 2011-2012. Milan est donc a gagné le Scudetto la saison passée. Des grandes stars sont parties comme Gattuso, comme Nesta, comme Inzaghi, mais il reste un certain Clarence Seedorf qui est aligné en tant que capitaine également. Et c'est le match aller de la Ligue des Champions face à Arsenal où Milan atomise Arsenal 4-0. En face, on a un Thierry Henry qui fait une pige de 6 mois pendant ses vacances de MLS. Mais on a surtout un Boateng qui met un but sublime en première période. On a un doublé de Robinho sur deux services de Zlatan Ibrahimovic. Et enfin, on a un Zlatan Ibrahimovic qui transforme un penalty qu'il est lui-même allé chercher. Donc, un but, deux passes D pour un grand Zlatan Ibrahimovic. En face, tu as une équipe classique avec que des joueurs que j'adorais, qui est Van Persie, qui est Rosicky, qui est Arshavin. Donc voilà, c'est vraiment un beau match avec des beaux noms, des grands joueurs des années 2010. Et ça se solde par une victoire 4-0. On ne retiendra pas du tout le 3-0 qu'on prend au retour où on serre un peu les fesses face à Arsenal. Mais en tout cas, l'aller était juste magnifique. Et pour les belles années de Boateng, qui moi est un de mes joueurs préférés, qui m'a fait vraiment vibrer, et voilà, pour voir ce que valait Zlatan Ibrahimovic avant de partir au PSG aussi, parce que pareil, beaucoup de personnes l'ont connu, enfin beaucoup de personnes, beaucoup de Français l'ont vraiment connu au PSG parce que voilà, il était beaucoup plus médiatisé qu'à Milan. Moi, je me rappelle, j'attendais les dimanches sur Téléfoot, j'attendais vraiment qu'on parle du Milan et du Zlatan en clair à la télé française et ça arrivait une fois tous les 3 mois. Alors que le gars, moi, je le voyais tous les week-ends qui plantait. Mais voilà, c'est un beau match de l'AC Milan, c'est une belle rencontre, il y a des buts, c'est de la Ligue des Champions et tu as du Robinho, tu as du Zlatan, tu as du Boateng, tu as du Seedorf, donc que de beaux joueurs. Voilà, messieurs.
C'était une très belle émission. Je suis très content de vous avoir reçu, Benoît, Yann, Solo Milan. Donc Solo Milan qui est, alors nous on vous suivait, enfin moi pour ma part je vous suivais depuis tout petit. C'est devenu un forum, c'est ça? C'est ça, bah là on a migré sous l'impact de Mo, notre administrateur, là sur une toute nouvelle plateforme beaucoup plus moderne là, en début d'année. D'accord. Et donc bah, j'invite tout le monde à venir s'inscrire parce que bah, les débats voilà, qu'on peut avoir sur des messages argumentés, bien construits, où on peut mettre des liens sur des images, des graphiques, des statistiques, des débats d'opinion sur les joueurs, etc. C'est riche parce qu'on n'est pas limité aux quelques centaines de caractères de C'est ça. Twitter. Un forum, ça peut sembler vieux pour la jeune génération peut-être. C'est pas Discord, c'est pas les réseaux, mais un forum, voilà, pour grandir, pour approfondir ses connaissances, pour apprendre aux côtés des autres et se mêler aux opinions d'autres supporters, d'autres fans qui ont connu d'autres époques. C'est le meilleur. Donc, je vous invite vraiment à venir vous inscrire sur Solo, à participer, à donner vos avis. Vous serez accueillis avec le plus grand des plaisirs par des membres de tous âges qui sont là maintenant depuis 16 ans hein, sur Solo Milan. On 2004, ouais. existe depuis 2004. Hein. Donc c'est l'une des plus grandes communautés francophones de supporters du Milan depuis tout ce temps. Et donc bah, on vous accueillera à bras ouverts et vous êtes les bienvenus. C'est gratuit, vous venez quand vous voulez. Parfait. Et bah génial. Bah, on mettra le lien aussi dans la description et un grand plaisir. En tout cas, moi, je m'inscrirai aussi. Moi, je suivais le site à l'époque, mais c'est vrai que ça faisait un moment que j'étais pas revenu et je vais m'inscrire. Je vais élever mon niveau de jeu pour quitter les débats Twitter à 160 caractères et placer des pavés sur votre forum. Mais en tout cas, voilà. Donc, allez suivre Sokar. Donc, c'est aussi ton pseudo Twitter qui est en demi-finale du tournoi Milan Actu, qui a balayé la plupart de nos, de nos consultants aussi, et qui est très très fort. Donc voilà, allez suivre Sokar sur Twitter, Solo Milan, Milan Actu aussi. Et puis un grand merci à Benoît, Yann et à Théo pour cette émission. Et on se Merci à vous pour l'invitation, un vrai plaisir. Et bah, avec grand plaisir et tu reviens quand tu veux. Donc voilà, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau match de l'AC Milan. Merci les gars, bonne semaine et Forza Milan, ciao. Ciao tout le monde. Ciao le police.